Je voulais savoir dans quel état d'esprit tu es quand tu sors un livre. Est-ce que tu es plutôt angoissé que le monde le découvre, un peu triste de le lâcher, de plus travailler dessus? Est-ce que tu as encore la fougue de la jeunesse qui fait que tu as envie que les gens tombent amoureux de ton livre, ou au contraire tu lâches prise vis-à-vis de ce que le monde en pensera? Je pense que c'est un peu tous les états que tu as décrits. C'est-à-dire, je Mélangé. passe par plusieurs. Mais généralement, je suis assez excité de partager mon livre. Quand j'ai passé des mois dessus, j'ai très envie que les gens le lisent. Et je suis un peu inquiet. Euh, je m'en fous jamais, quoi. J'ai une attitude où on peut croire que je suis un peu désinvolte par rapport à ça, mais je m'en fous jamais. C'est-à-dire que je suis très excité de savoir comment il va être reçu, comment il va marcher, est-ce que les gens vont l'aimer, qu'est-ce que les gens vont écrire dessus. Ça me plaît, mais j'accepte le jeu démocratique, c'est-à-dire que je vais voir, mais j'interviens pas. C'est-à-dire que si sur des chats, je vois, voilà, encore un nouvel album de Z, mais cette fois, il s'est complètement planté, quelle grosse merde et tout. Ils ont le droit de dire ça, tu vois. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut de mes livres. Moi, j'oblige pas les gens à les lire, mais je peux pas les obliger non plus à en penser quelque chose. Euh, donc, je lis toutes sortes de choses, mais généralement, je suis plutôt gâté. Enfin, j'ai plutôt fait des livres qui ont été bien reçus, et je pense que le fait de changer aussi, de passer d'un truc à un autre, de pas avoir fait que Titeuf toute ma vie, mais de revenir quand même à Titeuf de temps en temps, ça fait que les gens sont pas lassés, quoi. Enfin, quand un Titeuf sort, généralement, les gens sont assez contents de le retrouver. Euh, S'ils n'ont pas envie de le retrouver, ils ne le retrouvent pas. Mais c'est pas, oh, encore un Titeuf, on en a marre. Maintenant, le prochain Titeuf, peut-être que les gens vont. Il y a des gens qui vont dire, ah, mais enfin, il avait fait des trucs bien avec Diane, pourquoi il revient à faire ça? Enfin, c'est aussi des gens qui aiment certains livres de mon travail et pas du tout d'autres. Et c'est assez marrant ça comme truc. Il y a des gens qui aiment un peu tout, mais il y a des gens qui adorent tel album et qui détestent ça, d'autres le contraire. Donc je sais que je vais faire un album qui va faire plaisir à des gens, qui va décevoir d'autres. Ça fait partie du jeu. J'ai pas de, je suis pas gêné par rapport à ça, quoi. C'est Dutronc qui disait un truc que j'adore, mais que je serais incapable de faire mien. Il dit quand je fais un disque, c'est autant pour faire plaisir aux gens que j'aime que pour faire chier les gens que j'aime pas. Et le plus gros trac que tu as eu dans ta carrière à la sortie d'un livre où là, c'était particulièrement attendu au tournant, ou peut-être même le film Titeuf par exemple? Ouais, le film Titeuf, ça c'était un gros trac parce que tout à coup j'étais dans un domaine, dans un monde qui n'était pas le mien et j'étais projeté, parce qu'il y a des gens qui font 25 ans de chemin de croix avant de pouvoir faire un court métrage et moi du jour au lendemain je fais un long métrage avec un gros budget de prod. Et d'animation, j'avais jamais fait d'animation, j'ai bossé avec des gens qui étaient euh, des gens qui ont fait les Gobelins, l'école des Gobelins, qui ont été animateurs seniors chez Disney, enfin, avec vraiment des grands, des grands noms de l'animation. Et moi, j'étais un peu là, un bleubit là-dedans. Tu vois, j'étais un peu le petit mec qui était là, qui dirigeait le truc. En plus, je pense surprendre personne en disant que c'est pas du tout mon pôle d'excellence d'être un chef d'équipe, parce que je regarde ce que font les gens et je trouve des trucs intéressants partout. Je dis, ah, c'est génial, mais vraiment, on pourrait aller là. Et la production, elle dit, non, le truc maintenant, il est bétonné, on ne change plus rien, on est dans un process, on peut plus changer une scène, on peut plus changer ça. Donc, ce côté-là aussi, où l'histoire, elle est écrite, puis une fois qu'elle est écrite pendant 2 ans, tu vas plus changer une virgule de ton histoire, c'est pas quelque chose qui me convient très bien. Mais j'ai trouvé formidable d'être immergé là-dedans et de rencontrer un peu ce monde. Mais c'est pas un monde pour moi, le monde du cinéma. Du coup, comme j'étais pas complètement légitime, j'avais un peu plus les jetons. Autrement, dans les livres, non, ça va. Peut-être que j'avais un peu plus les jetons quand j'ai sorti Carnet intime, parce qu'il y avait des choses écrites, sans dessin, parce que c'était pas du gag. Pour la première fois, tu te Donc lançais dans quelque voilà, chose d'un donc peu j'étais dans différent. quelque chose, mais j'aimais bien ce livre, je l'aime toujours bien d'ailleurs, c'est un livre que j'aime toujours et que j'assume complètement. Mais là, ouais, j'étais un peu plus inquiet, je disais, bon, on va peut-être me dire, mais attendez, qui vous êtes pour écrire du texte, en faire des petits dessins rigolos autour. Donc ouais, ça c'était un peu plus stressant. Et puis le premier Titeuf, parce que le premier Titeuf, je sortais
chez un éditeur français. J'allais à Angoulême pour la sortie de mon livre. Donc j'arrivais à la Mecque de la bande dessinée avec tous les géants de la bande dessinée. Et moi, j'étais un mec qui avait fait une toute petite micro-début de carrière à Genève. Donc à Genève, j'étais connu dans les milieux du dessin, du fanzine, de la bande dessinée. Mais là, j'étais plus personne. Et j'arrivais avec ce bouquin chez un éditeur qui, en plus, n'était pas l'éditeur que j'avais imaginé pour Titeuf. Parce que Glénat, à l'époque, il faisait de la bande dessinée plutôt historique, plutôt aventure, mais pas de la bande dessinée gag. Donc j'étais un peu, ça faisait un peu erreur de casting, quoi. D'ailleurs, tu leur avais pas proposé parce que c'était pas intuitif pour toi leur proposer, c'est ça? C'est-à-dire que tous ceux que j'imaginais potentiellement intéressés par mon travail ne l'étaient pas. Donc je vais quand même pas tendre le bâton pour qu'on me tape dessus. Je vais pas écrire à ceux qui, a priori, de toute façon, font pas ce genre de bande dessinée. Donc j'avais pas envoyé à Glénat. Et je me rappelle du premier Angoulême, moi j'étais à ces grandes tablées d'Angoulême avec que des auteurs qui faisaient de la bande dessinée réaliste, dont je connaissais pas toujours le travail. Et j'étais vachement impressionné. Je disais, oh, putain, ces gens, ils avaient tous fait déjà plein de festins. C'était leur 20e festival d'Angoulême. Ils étaient là, ils tutoyaient tout le monde. Il y avait Bilal qui passait dans les couloirs, Druyet, Moebius. Il y avait Franquin qui était là. Enfin, c'était vachement impressionnant. Là, vraiment, je transpirais, quoi. Je faisais pas le mariole. Et puis, en fait, c'est un milieu qui est très sympa. Les gens étaient cool. Même des gens qui faisaient de la bande dessinée qui n'avaient rien à voir avec moi. Il y en a qui sont même venus m'acheter mon album, qui m'ont envie de le dédicacer. Enfin, c'était vachement gentil, quoi. J'ai trouvé... mais je me souviens toujours de ces moments, quoi. Aussi, ma première dédicace pour Victor, à la librairie La Marge à Lausanne, j'ai dédicacé à côté de Causet. Et Causet, il y avait une file d'attente de gens, essentiellement des femmes en plus, qui sortaient de la librairie, qui descendaient dans la rue piétonne. Il y avait genre 80 personnes qui faisaient la queue pour Causet, et moi j'étais derrière ma table à côté de lui avec évidemment personne. Et Causet, bah voilà, faut bosser, quoi. Il pouvait pas discuter avec moi, mais de temps en temps il se retournait, il me disait, ça va, c'est dur, hein, au début, oh là là, mais ça va venir, t'inquiète pas, tu verras après aussi, c'est chiant quand ça s'arrête pas. Enfin, tout le monde a été sympa, jamais personne a été, tu débutes, ça se voit, enfin, personne nous enfonce, et pour ça, ouais, je trouve que c'est un métier, on sent que les gens le font parce qu'ils l'aiment et donc ils ont envie de le partager. Souvent, tu dis que tu sais pas trop de quoi sera fait l'avenir pour toi, que tu fais les livres les uns après les autres selon tes envies. J'aimerais quand même te demander comment tu vois l'évolution de la BD et son avenir. Parce qu'on a vu ces dernières années quelques changements, l'arrivée des mangas en force en France et en Europe, le numérique ou des liens forts entre le cinéma et la BD. Alors toi, comment tu vois l'avenir? Je sais pas trop, franchement, c'est pas... c'est un peu flippant, quoi. Les gens lisent beaucoup moins, les jeunes d'aujourd'hui lisent beaucoup moins de bandes dessinées, de livres, et de bandes dessinées en particulier. Donc toutes les ventes d'albums baissent beaucoup. C'est un peu flippant, ouais. Je sais pas. Franchement, je serais incapable. Il y a 10 ans, je n'aurais pas dit ça, mais là, aujourd'hui, je ne saurais pas te dire si dans 20 ans, les gens liront encore de la bande dessinée ou si ce sera quelque chose qui sera devenu très marginal. Il y aura toujours des gens qui en liront, mais est-ce que ce ne sera pas devenu quelque chose de très marginal? Quelque chose qui aura duré 150 ans et qui... Parce que ce qui plaît dans la bande dessinée, c'est qu'on raconte des histoires avec des moyens simples par rapport au cinéma. On peut raconter des choses de manière plus simple. Aujourd'hui, faire un film, c'est presque plus simple que faire de la bande dessinée. On peut faire un film avec un smartphone, le monter chez soi, faire jouer ses copains, le diffuser sur des réseaux sociaux, faire 5 millions de vues si le film est bien. Donc on peut raconter des histoires avec des moyens plus légers que la bande dessinée. La bande dessinée, malgré tout, même après 150 ans, c'est toujours fastidieux, c'est toujours long. On ne peut pas dessiner en 20 secondes une page. C'est du boulot, donc c'est beaucoup de temps. Donc il faut gagner de l'argent avec. On ne peut pas faire de la bande dessinée et puis et pas en vendre. Je sais pas trop comment ça va tourner. Et puis, je pense que le dessin, il y aura toujours un engouement pour le dessin, il y aura toujours un engouement pour les histoires qu'on raconte. Par contre, cette manière très particulière de la bande dessinée, de séquencer, qui est en plus une manière
très local, hein. C'est notre bande dessinée franco-belge qui est comme ça. Le manga ne raconte pas de la même manière. Nous, on a tout ce système d'ellipse où il y a des trous. Est-ce qu'il y a un moment où on ne va pas se trouver face à un public qui va dire mais pourquoi il y a des trous? Pourquoi on saute pourquoi vous dessinez pas cette séquence? Je sais pas. On verra. Je suis pas inquiet parce que voilà, ma carrière, elle est déjà un peu derrière moi. Et puis, je sais que moi, j'aime dessiner. Je suis persuadé qu'il y aura toujours des choses à faire pour les gens qui aiment dessiner. Mais pour les gens qui sont vraiment dans la bande dessinée pure et dure, qui ne sont pas forcément des dessinateurs dont on va collectionner les dessins, mais qui sont des auteurs de BD pure et dure, je trouve pas que l'avenir, il est hyper rose. Mais ça peut bouger, hein. Les choses changent très très vite. Mais là, actuellement, je trouve que c'est tellement facile de faire enfin facile, c'est ça de dire ça, mais c'est tellement immédiat, l'idée de filmer quelque chose, de raconter un truc, les gens se filment eux-mêmes, ils se mettent sur Internet, ils racontent un truc, ils touchent des dizaines de milliers de personnes, nous on passe 3 ans à faire un album de BD, on touche 500 personnes, enfin, il y a un moment, on va se dire, mais c'est encore un sens de faire ça, les mecs. Mais il reste quand même une certaine fascination particulière et propre à la BD. C'est ce que tu veux dire c'est un truc pour un public. C'est un truc qui n'est pas remplaçable. On ne Voilà. peut pas le remplacer par autre chose. Mais est-ce que c'est une habitude de lecture qui va perdurer pour un grand public? Parce qu'on a eu ces années particulières en France, surtout, enfin, dans les pays francophones, où la bande dessinée est devenue extrêmement populaire. Tout le monde lisait de la bande dessinée. Tout le monde a lu de la bande dessinée dans les gens qui ont entre 60 et 45 ans, je dirais. Ceux qui ont moins, ceux qui ont ton âge, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, je pense qu'il y en a plein, ils n'ont jamais ouvert une bande dessinée. Ils ont ouvert des mangas peut-être, mais une bande dessinée non manga, pas sûr. Et puis, s'ils en ont lu quand ils étaient enfants, ils pensent peut-être que c'est que pour les enfants. Donc, ouais, je suis assez curieux de voir ce qui va se passer. Alors les éditeurs disent que ça marche, qu'on vend toujours autant de bandes dessinées, mais en fait avant on publiait 1000 titres et on vendait 1 million de bandes dessinées. Maintenant on publie 100 000 titres et on vend 1 million de bandes dessinées. Je sais pas les bons chiffres, mais en gros c'est ça. Donc oui, on vend toujours autant de bandes dessinées, mais pour les auteurs, eh ben, on a divisé énormément notre source de... Le gâteau est toujours presque le même, mais avec beaucoup plus de parts. Donc. Plus de parts. Et ça, c'est aussi assez inquiétant parce que ça fait qu'aujourd'hui, les auteurs de bande dessinée disent nous, on ne peut plus vivre en faisant de la BD. Donc, comment ça va se passer? Vous allez nous subventionner comme le théâtre, comme le cinéma? Vous allez nous payer des rentes pour qu'on fasse de la bande dessinée? La tendance, c'est plutôt de dire non, on ne va rien vous payer. Et puis là, on est face à un problème parce que voilà, les gens qui font de la bande dessinée, comment ils vont gagner leur vie? Et c'est pas même si j'ai beaucoup de respect pour la littérature et que c'est du travail de faire un livre, je pense quand même que on peut plus facilement écrire des romans à côté d'une profession que faire de la bande dessinée. Faire de la bande dessinée, c'est quand même très très fastidieux. C'est long, ça demande beaucoup de temps. On peut pas faire ça que le soir après le boulot et le week-end. Autrement, un livre, il dure des années et des années. Et c'est pas gérable. Donc heureusement il existe des bandes dessinées qui ont du succès, toujours. On continue à en parler parce que les gens qui sont dans les médias aussi sont de la génération qui ont grandi avec la bande dessinée, donc ça veut dire quelque chose pour eux. Mais je sais pas, aujourd'hui, ceux qui ont 15 ans, si la bande dessinée, dans 10 ans, ça voudra dire quelque chose. Non. Qu'est-ce qui a marqué votre enfance? Est-ce qu'ils citeront une bande dessinée? Pas sûr. Moi, ma génération, tout le monde avait lu de la bande dessinée. Tout le monde, toutes les filles, tous les garçons avaient lu de la bande dessinée. Et il y avait un personnage fétiche et voilà. Et avaient même, pour la plupart, voulu à un moment de leur vie, qui a peut-être duré 3 minutes, devenir un auteur de bande dessinée quand ils seraient grands. C'était un métier comme pilote de Formule 1 ou cosmonaute. C'était génial. Aujourd'hui, je suis pas sûr. On verra. On en reparle dans 10 ans. Alors pour finir cette interview sur une note plus philosophique, alors toi tu as connu beaucoup de moments différents dans ta carrière, au début un peu de galère et maintenant un succès depuis pas mal d'années, mais tu as toujours conservé une espèce de cool attitude et de recul vis-à-vis du succès qui arrive parfois ou pas. Je me souviens t'avoir entendu dire on en rigolera dans 10 ans, comme c'était des phrases fétiches. Alors comment on faisait pour garder une sorte de cool attitude? Parce qu'on en rigolera dans 10 ans.
faut pas prendre tout ça trop au sérieux. Et en même temps, il n'y a rien de plus, enfin, il n'y a rien que je fasse plus sérieusement que ça. Quand je fais un livre, je suis investi à fond dedans, mais c'est pour moi en premier lieu. Et puis, moi j'ai beaucoup de chance, tu vois, je fais des livres, ça me fait plaisir d'en faire, et en plus il y a des gens qui les lisent. C'est pas toujours le cas, donc je suis un enfant gâté. Mais je me suis toujours dit que je faisais ça parce que je serais riche du plaisir que ça me procure. J'ai jamais pensé que je deviendrais riche en faisant de la bande dessinée. C'est un bonus qui est arrivé. C'est un bonus inattendu. qui est inattendu. Le succès, c'était... Enfin, succès, j'ai toujours espéré que mes livres soient lus, qu'il y ait des gens qui les lisent, mais que tout d'un coup que ça sorte du monde de la bande dessinée, qu'il y ait des gens qui connaissent Titeuf dans la rue, qu'on m'invite à des trucs en dehors du monde de la bande dessinée. Je trouve ça rigolo. Tu vois, mais j'avais pas prévu, je me suis pas battu pour ça. Je me suis battu pour faire des livres, des bons livres. Donc là, je suis content. Et le reste, je suis content, mais je m'en fous à moitié. Tu vois, c'est-à-dire que si demain, je suis plus connu, je suis plus quelqu'un qui vend des millions d'exemplaires et que je suis plus célèbre, c'est pas grave. C'est un lâcher-prise de vie de ça, alors. Ouais, parce qu'en plus, il n'y a pas de maîtrise de ça. Les gens vous aiment, ils arrêtent de vous aimer. On peut pas leur en vouloir. Je ne vais pas agresser les gens dans la rue pour dire mais lisez mes bouquins. On aimerait faire ça des fois au début. Mais même au début, tu vois, ça a mis un certain temps à venir. Quand on regarde l'histoire rétrospectivement, ça a été progressif. Mais au début, c'est lent. Et je trouvais ça tellement long et décourageant. Et je disais mais quand est-ce que je vais être invité dans tel festival? Quand est-ce que mon livre sera dans la librairie à côté de chez moi? Tu fais un livre et puis ils l'ont pas, quoi, parce qu'il est pas assez connu, donc ils le prennent pas. Et c'est dur, cette attente-là, elle est dure, mais tu peux rien y faire. Ça vient, ou des fois même ça viendra pas, et puis c'est pas grave. C'est pour ça que c'est vachement important d'aimer ce qu'on fait. Et c'est le truc que je dis toujours à des jeunes dessinateurs qui me disent qui me disent ouais je fais ça ou plutôt ça aura plus du succès si je fais ça ou plutôt ça. Je dis franchement personne n'en sait rien le succès que ça aura. Le seul truc c'est que si toi t'aimes ce que tu fais et que ça te rend heureux chaque jour d'aller dessiner ton truc, ça c'est génial. Au moins c'est ça de prix. Ouais, même s'il y a pas c'est de pris succès. parce que le seul fan que tu es sûr d'avoir toute ta vie c'est toi. Donc tu as intérêt à aimer ce que tu fais. Si tu fais déjà un truc à contre-cœur en espérant que ça ait du succès, là c'est un cauchemar. Parce que si ça marche pas, alors ta vie elle est ratée. Tandis qu'autrement, moi je me dis, mais même si 3 personnes avaient lu mes bouquins, j'aurais été heureux toute ma vie. Parce que j'ai toujours fait ce que j'ai aimé, j'ai dessiné des trucs qui me plaisaient et qui me rendaient heureux. Il y a des jours, je me lève, je vais à ma table de dessin, je vais dessiner, je vais faire un dessin et je le mets dans un tiroir. Il n'est pas publié, personne ne le verra, peut-être jamais. Mais moi, ça m'a rendu heureux de faire ce dessin. Et c'est cool. C'est le fait de dessiner, d'inventer des personnages, je trouve que ça procure un plaisir immense. D'inventer des histoires. Et moi, ça suffit à mon bonheur. Alors, ça ne suffit pas à ma subsistance, parce que j'ai une famille nombreuse, donc il faut aussi que je gagne de l'argent. Donc je ne peux pas faire juste que des choses comme ça. Il faut aussi que des gens achètent mes livres. Par bonheur, c'est le cas. Donc franchement, je serais quand même un sacré trou du cul si en plus je me plaignais. Enfin, je trouve que ce serait bizarre. Et je sais aussi que les choses ne durent pas toujours. Moi, une de mes idoles, c'est Frédéric Janin, qui est le dessinateur de Germain et nous, qui est un type qui a fait de la musique, du cinéma, de la télé, de la radio, toutes sortes de choses, et qui est un génie pour moi, et qui est dans les années 80, quand moi j'étais adolescent, que je commençais la bande dessinée, c'était la star des stars. Il faisait des dédicaces, il avait plus de monde que Franquin. Aujourd'hui, les albums de Germain et nous, ils sont même plus au catalogue, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus, les libraires peuvent même plus les commander. Ça a disparu, ça n'a pas complètement disparu, c'est réédité de temps en temps en intégrale, mais ça fait plus partie même des classiques de la bande dessinée. En 20 ans, 30 ans. Comme quoi, voilà, le public, il peut être très très changeant, très brutal dans ses goûts. Donc même s'il nous a aimés pendant 20 ans, 30 ans, il peut du jour au lendemain dire en fait c'est chiant, j'ai plus envie de dire ça. On est devenu un ringard, quoi. Et même si quand on devient un ringard, peut-être que 20 ans après, on redevient un truc que les gens aiment bien.
Et c'est un jeu, faut pas prendre ça trop au sérieux parce qu'on n'y peut rien, on peut rien faire. C'est comme la gueule qu'on a, on peut pas. Il faut faire avec. Si vous êtes beau et que tout le monde vous aime, c'est super. Si vous êtes moche, faut pas être triste pour ça parce que on n'y peut rien, quoi. Il faut composer avec. Il faut investir sur soi. Là, c'est une valeur sûre. Parce que C'est une valeur sûre. On est le meilleur compagnon de soi-même toute Ouais. sa vie. La seule personne qui sera là à nos côtés toute notre vie, c'est nous. Ouais. Les autres, ils partent, ils reviennent, ils changent, ils vous aiment, ils vous aiment plus. Ils vous trouvent super, et puis après, ils trouvent que vous êtes un vieux con. Tandis que nous, on est toujours là. Par moment, il y a des jours où je trouve que je suis un vieux con, mais je suis quand même là pour moi. Et je me regarde quand même dessiner, et je vais m'accompagner jusqu'à la fin de la journée parce que j'ai pas d'autre choix Ouais. que de le faire. Donc autant le faire bien, quoi. Merci pour ta cool attitude. Bonne Merci leçon. à toi, Merci. Quentin.